Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation de notre édition du 7 avril. L'autisme de l'Est du Québec, un projet pour faire bouger les enfants, une alimentation saine et équilibrée, notre chronique MADA sur les saines habitudes de vie, l'Association des personnes handicapées visuelles Gaspésie-les-Îles. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous commençons cette semaine avec deux intervenants de l'organisme Autisme de l'Est du Québec qui nous présentent leur nouveau point de service ainsi que du soutien qu'ils peuvent apporter à certaines familles de la région. C'est quoi la mission première de l'Autisme de l'Est du Québec? Oui, la mission d'Autisme de l'Est du Québec, c'est d'œuvrer à l'inclusion puis à améliorer la qualité de vie autant des personnes autistes que de leurs proches. Mais l'Est du Québec, c'est quoi exactement votre territoire à vous autres ici? On couvre tout le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Donc, on a un très grand territoire là, de 14 MRC au total. Là. OK. Mais là, ici, on est dans vos locaux de Bonaventure. Fait-tu longtemps que c'est ouvert? Non, on a ouvert, dans le fond, il y a quelques mois, là, en novembre, un nouveau point de service ici à Bonaventure. Donc, on est deux intervenants ici. Mm-hmm. Puis, sinon, on a une collègue qui est située plus dans le Rocher-Percé, là, aussi, qui offre du répit de groupe. Pouvez-vous me démystifier la différence entre l'autisme et la déficience intellectuelle? Oui, mais dans le fond, je pense qu'il est important à retenir, c'est que l'autisme et la déficience intellectuelle, c'est vraiment deux conditions complètement différentes. Donc, dans l'autisme, c'est vraiment une façon de traiter l'information qui est différente. Donc, les gens vont percevoir l'environnement différemment à nous, puis vont donc avoir des réactions qui sont pas de la norme, que je pourrais dire, qu'on est habitué de voir. Au niveau de la déficience intellectuelle, c'est plus un fonctionnement intellectuel qui va limiter l'acquisition des habiletés qui sont nécessaires à la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment ça, c'est deux choses différentes. Ça peut arriver des fois qu'une personne autiste ait une déficience intellectuelle aussi, mais c'est pas automatique, là. OK. Ouais. Mais pourquoi qu'à cette heure, on dit tout le temps le spectre de l'autisme? Oui, bien, dans le fond, ça a changé avec la révision là, du DSM-5 qu'on appelle. Ça, c'est un guide qui établit là, tous les critères pour donner un diagnostic à une personne. Donc, avant, il y avait toutes sortes d'appellations là, qu'on pouvait retrouver là, pour l'autisme. Puis, ils ont décidé de regrouper ça là, sous un même nom, donc le trouble du spectre de l'autisme. On dit le spectre pour vraiment faire référence à tout l'éventail des profils qu'on retrouve là, dans le diagnostic. Parce qu'il n'y a vraiment pas une personne qui est pareille dans ce spectre-là. Là. Ouais. Pouvez-vous me parler un peu de vos services que vous offrez? Oui, bien, de façon générale, ce qu'on offre, c'est surtout des services d'accueil, d'écoute, d'information, de sensibilisation sur l'autisme. On va aussi offrir de l'accompagnement individuel là, selon les besoins des personnes, puis des rencontres de groupe, soit en personne ou en virtuel, autant pour les personnes autistes que pour les proches. On est aussi actif pour le mois de l'autisme là, qui s'en vient, puis des services de répit là, qui viennent tout juste de débuter. En fait, le répit individuel vient de commencer tout récemment. En fait, je suis l'intervenant au répit qui va offrir du répit dans 2 MRC, Bonaventure et Avignon. Okay. En fait, c'est pour les enfants de 5 ans et plus, pour donner un moment de pause aux proches aidants. Je vais proposer des activités, mais ce ne sera pas nécessairement des activités qui vont être dirigées, du sens où je vais y aller avec les champs d'intérêt de la personne autiste. Si la personne aime aller patiner, on peut tout simplement aller patiner ensemble. On peut rester à la maison aussi. On peut, comme hier, je suis allé justement rencontrer une famille. Et puis, c'est un jeune garçon qui aime beaucoup danser et chanter. Donc, on peut y aller de ce sens-là aussi. Ça peut être tout ce qui touche aux arts ou peu importe, dessiner. Faire du sport. Je priorise aussi beaucoup, mettons, les activités extérieures en tant que possible, essayer de bouger. C'est pas des moments de répit où est-ce que pendant la période de garde, c'est à titre thérapeutique. C'est vraiment pour relâcher, avoir du plaisir. Les répits vont être à peu près de 3 à 4 heures chaque période. Okay. Puis est-ce que la famille doit quitter la maison ou ils peuvent rester là? On suggère fortement que la famille puisse justement faire une activité ou en profiter, mais si le proche aidant ou la famille
pour elle, c'est de rester à la maison et de s'occuper et à vaquer à autre chose. Et c'est des choses qui sont possibles tout de même. Puis est-ce que c'est un service gratuit, ça? Oui, c'est un service gratuit. Pour le mois de l'autisme, qui va être le mois d'avril, avez-vous des activités spéciales de prévues? Oui, on a différentes activités qu'on va partager prochainement là, sur nos plateformes. C'est principalement là, des conférences, des témoignages qu'on va partager avec nos membres. Donc, soit des personnes autistes qui font des témoignages ou des personnes qui gravitent autour de l'autisme, autour qui viennent nous parler des enjeux, des défis, tout ça. Puis, peut-être plus particulièrement, il y a le 13 avril, on a une collaboration avec la Maison de la famille où on va justement diffuser là, la pédagogisme qu'on appelle. Okay. C'est une journée complète de conférences sur l'autisme et l'univers scolaire. Fait que ça va être gratuit à nos membres. Là, c'est à Bonaventure. Fait que ça va être une activité spécifique. Sinon, un café rencontre avec justice de proximité aussi, qui va nous parler des mandats de protection, l'inaptitude, tout ça. Fait que c'est le genre d'activités qu'on va proposer, là. Ouais. Si on veut voir toutes les activités ou avoir de l'information sur votre organisme, c'est où la meilleure place? Dans le fond, on a une page Facebook qui est Autisme de l'Est du Québec. Sinon, on a notre site web autismedelest.org. Fait qu'on peut trouver toutes les informations. Puis nos coordonnées aussi pour nous rejoindre. Vous pouvez nous appeler sans problème, puis on va donner de l'information. Bien, merci, Catherine. Ça fait plaisir. Nous avons rencontré Julie Dalpé, directrice générale de la CPE de la Baie, qui nous parle du projet pilote pour faire bouger les jeunes. On est venu vous rencontrer ici à la CPE pour parler de votre projet pilote danserie moteur. Oui, exactement. Dans le fond, un beau projet en milieu familial. On cible vraiment là, nos RSGE, nos responsables en service de garde éducatif. Donc, c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec Manon Lebrun, qui a l'école de danse Cadence, qui est aussi là, kinésiologue. OK. C'est quoi l'objectif du projet? Bien, en fait, l'objectif, c'est vraiment, premièrement, d'initier nos tout-petits à la danse. On avait aussi comme objectif d'un peu enlever l'étiquette que la danse, c'est pour les filles. Donc, on trouvait ça important que autant les garçons que les filles puissent participer à ces ateliers de danse-là. Puis l'idée, c'était vraiment de développer tout le développement neurosensoriel des enfants, autant que ce soit du langage, des activités cognitives, les activités motrices, que ce soit tout stimulé à travers des petites capsules d'activités qui s'échelonnent sur une vingtaine de semaines. Fait que dans le fond, il y a une vingtaine de capsules qui ont été créées? Oui, exactement. Une vingtaine de capsules, une capsule par semaine. Okay. Nous, dans le fond, on est allé chercher une subvention du ministère de la Famille pour pouvoir offrir aux responsables de garde un gros sac de matériel pour pouvoir faire ces capsules-là. Il y a aussi des vidéos qui sont en support, dans le fond, au RSG, que Manon a fait avec des enfants pour vraiment leur montrer à quel point c'est simple et à quel point c'est accessible. Chaque capsule, as-tu un thème différent? Oui, les capsules, dans le fond, ont eu un thème au niveau d'un animal. Donc, dans le fond, on peut faire la capsule de l'ours cette semaine, la semaine prochaine, celle de l'écureuil ou de la loutre, peu importe. Ça a toujours un lien avec les mouvements qui sont faits, puis c'est ludique, ça inspire les enfants. Puis je pense que ça fait en sorte que c'est plus facile pour les enfants d'embarquer là, dans cette série d'exercices-là. Okay. Puis ceux qui ont eu accès à ces petites capsules-là, vidéo, si ont-tu aimé ça, c'était-tu un succès? Oui, je vous dirais que ce qui est bien, c'est que les RSG l'ont vraiment adapté à leur milieu. Okay. Donc, il y en a qui l'ont fait plusieurs fois dans la même journée, en début de semaine, ont répété l'exercice. D'autres se sont dit aussi, OK, ben cette semaine, si c'est la loutre qui est dans l'exercice de danse, ben on va en profiter pour parler de la loutre, des fonds marins, etc. Donc, il y a eu toutes sortes de super belles activités qui sont parties vraiment de la capsule de danse, mais qui ont fait en sorte que le projet s'est vraiment adapté à chaque responsable. Puis c'était ça l'objectif aussi, de faire du matériel accessible qui faisait en sorte que la responsable chez elle ne se sent pas une pression là, de dire j'ai des devoirs à faire par semaine, mais que ça devienne plutôt une activité plaisante. Ça se faisait aussi à l'extérieur, à l'intérieur. Tout était là, malléable dans l'exercice. Pensez-vous que vous allez étendre ce projet-là au CPE? Ben oui, là, on a du matériel. Donc, l'idée, ça serait que quand on va clore ce projet-là, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été moins bon. Puis après ça, on va voir justement à étendre dans nos installations. Puis éventuellement, peut-être à donner le flambeau à d'autres milieux familiaux là, qui aimeraient ça le faire, dans d'autres bureaux coordonnateurs. Si on parle des places en garderie,
On le sait qu'il y a des listes d'attente. Mais Oui. à partir de quand qu'on peut commencer à se mettre sur une liste d'attente? À partir du moment où on a fait le test de grossesse, dans la minute d'après, là, avant d'appeler grand-papa, grand-maman, là, on s'inscrit sur la liste d'attente. La place 05 sur Internet, on a juste à taper ça, place 05. On a accès au site Internet. Puis, chose super importante, il faut aller mettre nos coordonnées à jour. Un déménagement, un changement de date, un changement d'adresse, de numéro de téléphone, c'est super important d'aller toujours mettre notre compte à jour parce qu'au moment où on va être appelé, s'il y a une petite erreur, s'il y a une coquille qui s'est glissée, à ce moment-là, on ne pourra pas rejoindre le parent là, en bonne et due forme. Mais comme les enfants qui vont quitter en septembre pour aller à l'école, c'est quand est-ce que vous commencez à appeler les familles pour les nouvelles places? C'est bientôt. Dans le fond, habituellement, mars-avril, là, c'est des gros mois pour nous au niveau de l'administration. On commence déjà à faire des appels. On rentre évidemment la fratrie. Donc, frères et sœurs des enfants qui fréquentent déjà. On rentre les enfants de nos employés parce qu'on a besoin d'éducatrices pour pouvoir ouvrir des groupes. Puis par la suite, on fait des appels à l'extérieur. C'est pas tant de places que ça, tant d'appels, mais généralement, dans les plus grosses installations où il y a 10 à 20 enfants qui quittent pour l'école, ben ça permet là, de pousser les enfants vers le haut, puis ça nous permet de faire des appels. Pour compenser le manque de place, est-ce que vous avez des projets en développement de construction de nouvelles CPE? Oui, on a des projets sur la table. On a un projet à Bonaventure, un endroit sur la rue Louisbourg, un endroit qui sera vraiment dédié à du 0-2 ans. Donc, on a fait ce choix-là. On a un projet d'agrandissement à Saint-Esdéard, 13 places supplémentaires, dont 5 pour des poupons. On a une 21 places de prévues à Saint-Alphonse, où est-ce que la municipalité nous a donné un super beau terrain, où il y aura 5 poupons, puis 16 enfants. Puis un autre projet aussi à Cascapédia Saint-Jules, où la municipalité nous a encore donné un super beau terrain, où on aura une autre 21 places. Donc, on a beaucoup de projets sur la table. Là, on est tout le temps dans les délais, puis dans les manques d'argent, évidemment, là, de toutes ces belles enveloppes-là, puis ces beaux projets-là. Avec l'arrivée du printemps, nous avons effectué une entrevue intéressante avec Émilie Bourdage, une nutritionniste au CIS de la Gaspésie, afin de parler d'une alimentation saine et équilibrée. Avec le printemps qui arrive, c'est un bon temps pour revoir nos saines habitudes alimentaires. C'était quoi le thème du mois de nutrition cette année? Le thème choisi cette année porte sur l'alimentation saine et durable. Donc, c'est trouver un équilibre naturel à votre alimentation. Donc, il explore l'alimentation saine et durable dans notre quotidien. On voit aussi les impacts de nos choix actuels au niveau de l'alimentation sur le bien-être de la planète, en plus de notre bien-être là, au niveau de la santé. OK. Puis, est-ce que le guide alimentaire est toujours un outil indispensable pour avoir une alimentation équilibrée? Oui, c'est un outil pertinent pour nous guider dans les proportions que devraient avoir les aliments dans notre assiette au quotidien. C'est sûr que le guide alimentaire le démontre bien. Depuis 2019, les changements qui ont été apportés au guide, c'est beaucoup plus dans le plaisir, cuisiner maison, prendre conscience de notre alimentation, puis de faire des changements par la suite. Okay. Là, moi, je suis curieuse. Je veux savoir pourquoi les fruits et légumes, c'est la clé d'une saine alimentation. Oui, les fruits et légumes sont une base dans la saine alimentation parce qu'ils sont riches au niveau de la valeur nutritive et aussi là, parce qu'ils ont des bénéfices positifs là, sur la santé quand on pense aux maladies chroniques comme le diabète, l'hypercholestérolémie, les cancers également. Okay. Combien de portions de fruits et légumes doit-on manger par jour? Il est recommandé de manger au minimum 5 portions de fruits et légumes par jour. Mais si on regarde les chiffres, dans notre population, dans la région, 50% des gens consomment le minimum de 5 portions. Donc, il reste place à l'amélioration, comme on dit. OK. Comment qu'on calcule une portion déjà? Une portion, ça correspond à un fruit ou un légume de grosseur moyenne ou une demi-tasse de fruits et légumes congelés en conserve ou frais. Puis ça peut aller jusqu'à une tasse là, pour les légumes feuillus, comme par exemple la salade. OK. Puis auriez-vous des trucs pour nous aider à parvenir à augmenter notre consommation de fruits et légumes? Oui.
des trucs, ça peut être aussi simple de se fixer des objectifs réalistes, soit avec la famille, avec les amis, se donner des petits défis. Souvent, ce qu'on entend, c'est des enjeux plus financiers. Donc, on peut regarder les spéciaux à chaque semaine pour trouver des aubaines dans les fruits et légumes. Donc, dénicher là, des fruits et légumes que ça serait avantageux. Cuisiner maison aussi, au lieu de les acheter préparés, on peut les préparer soi-même à la maison. On peut les consommer sous différentes formes. Donc, ça peut être congelé, en conserve ou frais. Puis aussi, il faut penser aux fruits et légumes de saison. Donc, quand c'est en abondance, on peut penser là, que les coûts sont diminués. Donc, c'est le temps de faire nos réserves pour les prochains mois, par exemple. Si jamais il y a des gens là, qui sont intéressés, ils peuvent aller sur Internet. Il y a un calendrier là, qui est fait pour les fruits et légumes de saison au Québec. Donc, ça peut nous guider là, vers quoi s'enligner selon le temps de l'année. Mais c'est intéressant. C'est quoi ce site-là? Comment ça s'appelle? J'aime les fruits et légumes. Donc, il y a un calendrier là, qui est disponible pour les gens. Puis, on regarde là, la saisonnalité des fruits et légumes. Quoi le rôle des protéines dans notre alimentation? Les protéines sont importantes parce que ça fait partie de la structure de notre corps. Autant des muscles, des os, des dents, puis aussi dans la fonction de pratiquement tout dans notre corps, que ça va de la concentration, la digestion, de marcher, de lutter contre les infections, contre les maladies. On peut les retrouver là, soit d'origine végétale, donc on peut penser aux noix, légumineuses, le tofu, ou d'origine animale, donc on les retrouve dans volaille, poisson, la viande, les œufs, les produits laitiers. Dans le fond, si c'est un défi pour les gens là, de consommer suffisamment de fruits et légumes, on peut penser à la communauté. Il y a des organismes qui existent, par exemple les cuisines collectives ou les jardins communautaires. C'est une belle approche aussi pour aller augmenter nos connaissances en cuisine. Fait que ça peut aider aussi. Puis de vous référer à votre nutritionniste du CLSC qui peut vous accompagner dans les changements. Bien, merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir. Dans le cadre de notre chronique MADA, avec Karen Audet de la MRC de Bonaventure, ce mois-ci, on a discuté des saines habitudes de vie pour vieillir en santé. On est venu vous rencontrer dans le cadre des chroniques MADA. On va parler des saines habitudes de vie. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour y parvenir? Bon, bien, concernant les aînés, justement, les saines habitudes de vie, pour les aînés, ça englobe beaucoup de choses. Bien, premièrement, on a une question à se poser. De façon générale, on souhaite tous vieillir le plus longtemps possible, le plus en santé possible et demeurer à la maison. Donc, c'est ça les saines habitudes de vie à développer pour y arriver. Récemment, il y a un nouveau site Internet qui a été lancé justement pour aider les aînés à vieillir en santé. La plateforme, c'est ça, ça vise à fournir aux aînés et à leurs aidants les informations dont ils ont besoin pour prendre en charge leur état de santé. Puis ce que je trouve important, c'est qu'on est dans un contexte où on sait qu'il n'y aura pas suffisamment de ressources pour répondre à tous les besoins d'une population vieillissante. Agir pour bien vieillir, ça a été travaillé pendant des années là, par une équipe là, médicale et tout ça, en tout cas plein de professionnels. Puis c'est vraiment un site qui est conçu pour les aînés et pour leurs proches. Avec des références, des questionnaires, des trucs, des informations là, vraiment sur tous les aspects que le vieillissement peut amener. Dans le contenu, il y a 4 principaux volets. Donc, c'est de planifier des actions pour prévenir un vieillissement accéléré. Ensuite de ça, c'est de repérer les signes d'une détérioration de votre santé, de réfléchir à l'importance d'agir et de consulter, puis de préparer vos rendez-vous avec un professionnel de la santé. Quand on dit planifier des actions, bien, ça va se faire un plan dans le fond. Un plan soit au niveau de la nutrition, au niveau de bouger pour prévenir, justement, c'est ça, c'est bouger pour prévenir la détérioration. Les signes d'une détérioration, il y a un vieillissement normal, puis il y a un vieillissement accéléré. C'est très clairement décrit. Il y a même un questionnaire que vous pouvez remplir. Réfléchir à l'importance d'agir et de consulter, bien, des fois, on se dit, bon, ben, c'est normal, je suis vieillissant, il se passe telle chose, bon, j'ai plus mal, mais à un moment donné, non, c'est pas normal tout le temps. Donc, c'est important de consulter, puis de préparer ces rendez-vous-là, justement, parce qu'on ne voit pas toujours notre propre médecin, donc c'est important de donner toutes les informations possibles, de ne pas gêner. Bien, se garder actif, justement, c'est de prévenir une détérioration de la santé prématurée. Puis, si vous ne l'avez jamais fait, vous avez 75 ans, il n'est pas trop tard. C'est certain que, bon, peu importe, je veux dire, chaque personne est unique, on peut avoir des problèmes de santé, mais même quand on est malade,
on peut quand même bouger un peu. Même si on est hospitalisé, puis on peut se déplacer, mais on peut quand même sortir de notre chambre puis se déplacer dans le corridor. Il y a toujours des toutes petites choses qu'on peut faire. C'est pas obligé d'être un gros défi à se donner. Non, c'est ça. On peut se faire des petits défis, plein de petits défis dans sa journée pour bouger un peu plus. Oui, dépendamment de l'âge qu'on a, c'est-à-dire dépendamment de son âge, on peut, que ce soit pendant qu'on écoute nos émissions de télévision, on va se lever aux annonces. Bon, s'étirer un petit peu. Dans le fond, c'est d'éviter d'être trop longtemps immobile. La participation sociale, c'est une saine habitude de vie. Okay, ouais. C'est aussi un facteur de protection pour les personnes, c'est-à-dire que de s'impliquer socialement, de participer à la société, c'est du bénévolat. C'est, à la retraite, parfois on peut retourner travailler à temps partiel. On peut s'impliquer dans la société, ça peut être comme élu, ça peut être comme juste participer aux activités qu'il y a dans la municipalité ou dans les organismes. Le bénévolat, c'est de donner aux autres, puis c'est de donner à soi-même aussi, dans le sens que c'est de donner de son temps, c'est de pouvoir conserver une vie active, socialiser. Ça maintient une bonne santé mentale, ça donne un sens à ta journée, à ta semaine. Puis c'est pas obligé d'être du bénévolat que tu fais 20 heures semaine. C'est selon ce que tu aimes, selon tes intérêts, justement, c'est selon ce que tu es capable. Mais l'inclusion, c'est d'inclure les aînés, de dire, cette personne-là, elle a des connaissances, des compétences, de l'expérience. Donc, ça a un effet bénéfique sur son sentiment d'utilité, on se sent utile. Un accomplissement personnel aussi. Je veux dire, L'estime de soi. L'estime de soi. Veux pas, quand on arrête d'être actif au niveau du travail, prendre notre retraite, il y a moins d'obligations. À un moment donné, on tourne en rond. Tu sais, on est habitué pendant des années et des années à aller travailler, avoir un horaire, avoir des obligations. Là, tout d'un coup, c'est sûr que ça se prépare, une retraite, là, mais veux pas, tout d'un coup, on est moins actif. Bon, il y a un petit bout, j'imagine que ce sont comme des vacances, mais à un moment donné, on se dit, qu'est-ce que je fais? Puis, je veux dire, le vieillissement, les gens vieillissent plus vieux. La retraite est longue. Donc, d'être impliqué socialement, de participer socialement, ça agrémente la vie. Prenons soin de notre santé. De prévenir la détérioration de notre santé physique et mentale. Oui. Prévenir d'avoir à tout prix besoin de l'État pour s'occuper de nous. Je pense que si on peut retarder ça le plus longtemps possible, parce que oui, le vieillissement, c'est normal qu'on ait des pertes d'autonomie, mais quand on est très vieux, c'est quoi aujourd'hui? 85, 90, 100 ans? Puis là, il y en a qui vont peut-être me lancer des tomates en me disant « j'ai 90 ans, je suis pas vieux ». Parfait. Parfait, c'est dans la tête. Donc, c'est ça, prenons soin de nous, soyons autonomes de notre santé mentale et physique, puis soyons aux aguets aussi s'il arrive des choses. C'est pas nécessairement normal. Donc, il y a plein d'outils là, à aller consulter pour vieillir en santé. Un beau message important. Merci beaucoup, Karine. Bien, merci à vous autres de nous permettre de s'adresser à tout le monde comme ça. Télévague a eu l'opportunité de rencontrer Christelle Parker, la nouvelle directrice générale de l'Association des personnes handicapées visuelles Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, qui nous parle de son organisme. Bonjour Christelle. Bonjour. L'Association des personnes handicapées visuelles la Gaspésie, c'est quoi votre mission? L'association, dans le fond, c'est un organisme communautaire autonome qui offre de l'aide, du soutien, de l'accompagnement, de l'information aux personnes ayant une déficience visuelle, un handicap visuel, et aussi aux proches de ces personnes. Notre logo, dans le fond, c'est un tout nouveau logo. Donc, l'association procédait à la refonte de l'image visuelle au cours des 2 dernières années. Le logo, vous allez voir un œil. Donc, c'est sûr que ça représente la vision. C'est ça qui nous unit, qui unit la communauté de l'association de la PHV. Oui. Ensuite, l'œil est à l'intérieur d'un oiseau, mais dont les ailes forment aussi une main. Donc, ça représente l'envolée des personnes qui vivent avec un handicap visuel vers une autonomie, vers une vie plus épanouie avec l'aide de l'association. Et les montagnes représentent les Appalaches qui nous entourent dans notre belle Gaspésie sur notre territoire, donc qui représentent la stabilité de l'association puis l'enracinement de l'association. C'est quoi les grands défis d'une personne vivant avec un handicap visuel? Je dirais que le plus grand défi, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie
que ce soit l'autonomie dans la vie quotidienne, le fonctionnement dans la vie quotidienne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre pour acquis quand on est une personne qui peut voir, mais une personne qui vit avec une déficience visuelle, vraiment, il y a des petites choses qui peuvent sembler banales, mais qui font toute une différence dans l'autonomie et le fonctionnement de la vie quotidienne. Notre principal service, c'est vraiment le soutien aux membres. Okay. Donc, le soutien, l'accompagnement, on offre des rencontres individuelles aux personnes qui souhaitent rencontrer une intervenante pour avoir de l'information, que ce soit sur la déficience visuelle, mais aussi sur les services qui sont offerts dans la région pour ces personnes-là. De l'accompagnement personnalisé envers ces ressources-là. Du soutien aussi, du soutien moral, de l'écoute. Ça peut être par téléphone, ça peut être en personne aussi. Et aussi, une autre grosse partie de nos services, qu'est-ce qu'on offre à la communauté, c'est des activités. Donc, pour briser l'isolement des personnes qui vivent avec un handicap visuel et son entourage. Donc, on sait que de s'intégrer dans la société quand on vit avec un handicap, ça peut être plus difficile. La société ou nos communautés ne sont pas nécessairement faites pour accueillir les gens qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Donc, à l'association, on essaie le plus possible de créer des occasions pour permettre à ces gens-là de se réunir, de participer à une vie citoyenne, une vie sociale active. Okay. Bien, en parlant d'activité, vous avez de l'aquaforme adapté? Oui, on offre de l'aquaforme adapté. Pour l'instant, c'est ici dans la baie des Chaleurs, donc à New Richmond, une fois par semaine, les membres ont la possibilité de participer à des cours d'aquaforme. Et pas seulement avec les membres de l'association, mais avec des membres d'autres associations aussi. Puis c'est un cours qui est adapté aux personnes ayant une limitation fonctionnelle. Oui. Faites-vous du prêt d'équipement? On en fait à la hauteur de nos capacités. On a, par exemple, des téléphones adaptés, donc des téléphones qui sont surtout adaptés pour des personnes qui sont malvoyantes, donc avec des gros chiffres. On offre aussi le prêt de jeux. On a de l'équipement sportif aussi qu'on peut prêter. On a aussi quelques télévisionneuses. Parfois, le Centre de réadaptation nous donne de l'équipement qui fait plus partie de l'inventaire. Au travers de nos recherches, puis on sait que la technologie, elle évolue vraiment rapidement là, ces dernières années. Donc, ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des applications comme Be My Eyes, que ça s'appelle, où on a aussi Seeing AI. Donc, pour les gens qui ont la capacité d'utiliser un téléphone intelligent. Ce sont des applications qui permettent à la personne de prendre une photo avec son téléphone intelligent, puis ensuite l'application décrit ce qui est pris en photo. Donc, pour les gens qui utilisent un logiciel parlant sur leur téléphone, ça peut être très utile. Ami Télé, dans le fond, c'est une chaîne de télévision qui produit et qui diffuse du contenu qui est vraiment adapté à la réalité, qui démontre beaucoup la réalité des personnes qui vivent avec un handicap et vraiment tous les types d'handicap. Donc, c'est une chaîne télé qui va produire des documentaires, des séries, des mini-séries, des films qui, justement, met en lumière les différences. Donc, quand on parle de différence, ça peut être autant des limitations physiques que des limitations intellectuelles, que des limitations au niveau de la santé mentale. Donc, c'est très intéressant, puis ça promouvoir l'inclusion de ces personnes. On invite les gens à visiter notre page web, qui est tout nouvellement mise en ligne depuis la semaine passée, donc au www.aphvgym.com. Nous offrons des services sur tous les territoires de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Donc, n'hésitez pas si vous avez de l'intérêt pour la cause, si vous avez besoin d'informations, si vous avez de l'intérêt, sinon pour faire du bénévolat, vous impliquer auprès des personnes qui ont une déficience visuelle, mais vous pouvez nous contacter puis ça nous fera plaisir de jaser avec vous. Merci beaucoup, Christelle. Merci à vous. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 7 avril. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Et passez une bonne semaine!